Voilà, bonjour à tous, mon nom est Étienne Lemarié, je suis directeur général adjoint de la CIDMEF et je suis heureux de vous présenter la conférence d'actualité d'aujourd'hui qui portera sur le tabac. Le tabac a-t-il un sexe et un genre? C'est une conférence qui sera faite par le docteur Anne-Marie Rupert, qui est responsable de l'unité de tabacologie au sein du service de pneumologie et oncologie thoracique à l'hôpital Tenon à Paris. Je vais passer la parole, si vous voulez bien, à Yves Tremblay, qui va nous dire un mot sur sexe et genre, précisément parce que c'est sa spécialité, non pas dans le tabac, mais de façon plus générale. Yves, tu as la parole. Bonjour, donc mon nom est Yves Tremblay, je suis président du comité scientifique recherche à la CIDMEF et je crois que, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, oui. Et je crois qu'avant de passer la parole au docteur Rupert, j'ai cru utile de faire une distinction entre sexe et genre parce que souvent, pour toutes sortes de raisons, on les utilise de façon interchangeable, même s'ils ont un sens différent. Et ce que j'aime bien dire d'entrée de jeu, c'est ceci. Je dirais que chaque cellule est sexée, mais que chaque personne a un genre. Donc, à quoi réfèrent exactement les termes sexe et genre? Le terme sexe renvoie, selon moi, à un ensemble d'attributs biologiques retrouvés chez les êtres humains, chez les animaux. Il est lié principalement à des caractéristiques qui sont physiques et physiologiques, par exemple les chromosomes, l'expression génique, les niveaux d'hormones mâles et femelles, l'anatomie des systèmes reproducteurs. On décrit généralement le sexe en termes binaires, femme, homme, même si aujourd'hui, de plus en plus, il existe des variations qui vont toucher les attributs biologiques, qui vont définir le sexe ainsi que l'expression de ces attributs. Donc, somme toute, le sexe réfère à ce qui est un peu fixé par la nature et dépend directement des caractéristiques biologiques. Le genre, c'est beaucoup plus complexe. Le terme genre, ça réfère au rôle, ça réfère au comportement, ça réfère aux expressions et aux identités que la société construit pour les hommes, pour les femmes, pour les filles, pour les garçons, pour les personnes de divers sexes et de divers genres. Le genre influe sur la perception qu'ont les gens d'eux-mêmes, sur la perception qu'ont les gens d'autrui, sur leur façon d'agir, leur façon d'interagir avec les autres, ainsi que la répartition du pouvoir et des ressources dans la société, dans nos sociétés d'aujourd'hui. Ça, on le voit beaucoup plus depuis quelques années. L'identité du genre, c'est donc quelque chose qui n'est pas binaire, c'est-à-dire c'est pas fille-garçon ou fille-femme, garçon-homme. C'est pas quelque chose qui est statique, c'est quelque chose qui est dynamique. Et donc, l'identité du genre se situe en fait le long d'un continuum et comme vous voyez, ben, il va évoluer au fil du temps. Les individus et les groupes comprennent, vivent, expriment le genre de manière très diverse, par des rôles qu'ils vont adopter, par des attentes à leurs égards, les relations avec les autres et les façons complexes dont le genre est institutionnalisé dans nos sociétés d'aujourd'hui. Donc, voilà en gros ce que je voulais dire. Donc, somme toute, c'est beaucoup plus qu'une conception strictement binaire. Je pense que c'est le mot qu'il faut retenir. Puis je dirais même que c'est pas quaternaire, c'est pas ternaire. Plus ça va, plus on voit qu'il y a de flexibilité et de variation. Donc, sans plus attendre, je vais passer la parole au docteur Rupert qui va rentrer directement dans un secteur du sexe et genre et qui est celui de l'utilisation du tabac. À vous la parole. Merci. Donc, je vais vous parler de tabac a-t-il un sexe et un genre et je ferai également un gros focus sur la prévalence, la mortalité liée au tabac chez les femmes en particulier et donc après discuter genre et sexe.
Donc, je n'ai pas de lien d'intérêt en rapport avec cette présentation, en particulier pas avec l'industrie du tabac ou de la vape. Donc, vous avez bien compris, la définition de sexe et genre est différente. Donc, genre se définit par le rôle qui est déterminé socialement, mais aussi les comportements, les attributs que la société considère comme appropriés pour les hommes et les femmes. En revanche, le sexe se réfère aux caractéristiques biologiques et physiologiques qui différencient les hommes des femmes. La prévalence mondiale du tabagisme varie chez les hommes et les femmes. Chez les hommes, la prévalence est élevée dans les pays en voie de développement, en particulier l'Asie du Sud-Est, la Russie, alors que chez les femmes, elle est particulièrement élevée dans les pays développés, les États-Unis ainsi que l'Europe. Si on regarde la répartition des fumeurs et des fumeuses selon le niveau de développement des pays, nous constatons que chez les hommes fumeurs, 3/4 vivent dans les pays avec des indices de développement moyens à élevés, alors que chez les femmes, la moitié vit dans les pays à indice de développement très élevé. Donc un petit rappel sur la modélisation d'évolution du tabagisme. Donc on distingue 5 phases. En France, l'initiation du tabac a commencé par les leaders autour des années 40. Ainsi, par exemple, lors de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, lors du traité de Malte, Roosevelt, Churchill, Staline étaient fumeurs. Les politiciens, les artistes s'affichaient avec la cigarette et pendant cette phase, il y a eu beaucoup d'initiations et peu d'arrêt de la cigarette. Au cours des années 90, la population, il y a les premières lois de lutte contre le tabac et donc la population devient consciente des risques du tabac sur la santé. Il y a toujours beaucoup d'initiations, mais il y a une augmentation des arrêts et ces arrêts sont essentiellement dans les niveaux socio-économiques élevés qu'on appelle les cols blancs. Aujourd'hui, il y a une baisse des initiations et on s'en réjouit avec une augmentation des arrêts, mais on sait que le niveau du tabagisme est particulièrement élevé chez les ouvriers, donc les cols bleus, et nos étudiants, les personnes en situation de chômage. Chez la femme, l'épidémie du tabac est beaucoup plus récente, avec une entrée dans le tabagisme dans les années 60, qui est beaucoup associée à l'image de l'émancipation de la femme. Aujourd'hui, nous avons toujours beaucoup d'initiations, même s'il y a aussi une augmentation des arrêts. Donc, ce modèle d'évolution varie en fonction hommes-femmes, mais également en fonction des pays. Donc, aujourd'hui, chez les femmes, on est un peu au niveau du pic de l'épidémie, alors que chez les hommes, on est en train de se retrouver sur une courbe descendante. Dans d'autres pays, par exemple l'Afrique subsaharienne, le niveau du tabagisme reste faible, même si dans certains pays, il est en augmentation. Et en Afrique du Nord, le tabagisme est déjà bien installé, donc plutôt à un stade 2. Lorsqu'on regarde les chiffres en France, donc dans les baromètres santé, on note chez les hommes une augmentation, chez les femmes, pardon, une augmentation constante du tabagisme jusque dans les années 2000, autour de 30% et depuis une relative stabilité. Chez les hommes, il y a une diminution du tabagisme de 60 à actuellement 40% et depuis une relative stabilité.
L'évolution du tabagisme chez la femme est liée au genre avec le développement d'un marketing dirigé. Dans les années 20, fumer pour une femme était un tabou et que seules certaines personnes excentriques se sont affichées avec la cigarette, comme par exemple la romancière George Sand, des prostituées. C'est aussi dans ces années 20 où l'industrie du tabac a découvert un nouveau marché, 50% de la population, les femmes, et donc ils ont promu l'émancipation et l'égalité des sexes. Par exemple, en subventionnant l'Easter Sunday Parade, donc c'est la parade du lundi de Pâques, où les femmes ont défilé sur la 5e avenue à New York avec une cigarette à la main pour revendiquer l'égalité de droit. Comme fumer, c'est difficile, donc il y a aussi eu des cours pour les femmes pour apprendre à fumer, inspirer, expirer, et malheureusement, ça a très bien marché. Par la suite, se développe un marketing avec une publicité qui est dirigée pour les femmes, où on met en exergue, par exemple, le contrôle du poids, et donc on voit la femme fumeuse qui est belle, alors que la femme non fumeuse, donc son ombre, qui a un double montant. Les autres valeurs qui sont véhiculées, donc c'est être désirable. Après, je ne suis pas certaine que la cigarette et la fumée de cigarette rend kissable. Les autres éléments les autres publicités associent la cigarette à l'émancipation de la femme, à la confiance en soi, et dans la publicité de droite, on voit la femme qui est l'égale de son mari. D'autres publicités associent la cigarette à une bonne santé. Ainsi, les docteurs préfèrent les cigarettes Camel. Fumer est aussi associé au sport, et dans les sports, en particulier les sports d'hiver et le tennis. Plus récemment, le marketing a évolué avec le développement de produits spécifiques du tabac pour les femmes. Et donc, on pense aux cigarettes slim, donc longues et élégantes, et un paquet doré qui pourrait être assorti au sac à main. Ces produits sont plus esthétiques, mais il y a également des goûts qui sont développés pour les femmes, en particulier les cigarettes mentholées, qui ont un aspect fraîcheur et qui sont particulièrement prisées par les femmes. Une deuxième nouveauté est de cibler d'autres populations, donc africaines, asiatiques, et pas que des blancs ou femmes blanches caucasiennes. Ce marketing genré a été repris par l'industrie de la vape, comme par exemple la Blue, mais également l'industrie du tabac chauffé, par exemple IQOS. L'ensemble de ces affiches et publicités liées à la cigarette ou la vape peuvent être retrouvées sur le site de l'université de Stanford. Avec l'interdiction de la publicité dans les pays développés, ce marketing s'est déplacé sur les réseaux sociaux, avec ici des ambassadeurs Juul. Donc Juul, c'est une marque de cigarettes électroniques. C'est également fait avec IQOS, donc une marque de Philip Morris de tabac à chauffer. Par exemple, ici, venez trouver votre travail de rêve chez IQOS en organisant des événements ou concerts. Et donc, ces démarches sont reliées
sur les réseaux sociaux. Qu'en est-il des données récentes du tabagisme en France selon le sexe? Donc depuis les années 2014, il y a une baisse significative chez les hommes et les femmes, et ceci principalement lié à une augmentation importante du prix du tabac, avec actuellement un paquet 10 €, mais également l'interdiction, le paquet neutre, et puis la promotion de l'arrêt du tabac avec le mois sans tabac, et cetera, et cetera. Si on regarde plus en détail, hein, le tabagisme dans les différentes catégories d'âge, donc les résultats chez les femmes sont encourageants pour les moins de 55 ans. En revanche, on voit une augmentation chez les femmes de plus de 55 ans. Cet effet est un effet générationnel parce qu'il s'agit des femmes qui ont commencé à fumer au cours des années 60. Vous le savez, il y a un lien entre prévalence du tabagisme et malheureusement la mortalité. Donc la mortalité attribuable au tabac en France est en baisse chez les hommes, moins 11% en 15 ans, alors que chez les femmes, elle est toujours en augmentation avec une croissance d'un facteur 2,5 au cours des 15 dernières années. Si on regarde la mortalité attribuable selon l'âge, la mortalité est essentiellement présente chez les femmes de moins de 65 ans. Vous le savez, le lien entre la vente de cigarettes et la mortalité par cancer du poumon a été retrouvé dans de nombreux pays. Ici, c'est l'étude de Catherine Hill sur les données françaises. Et donc, il y a un décalage de 10 ans entre la vente de cigarettes et la mortalité par cancer du poumon. Donc celle-ci est en diminution légère chez les hommes, alors qu'elle est encore en augmentation chez les femmes. Donc quelles sont les maladies responsables de cette morbimortalité chez les femmes attribuables au tabac? Dans l'étude anglaise de la 1 Million Women Study, donc qui inclut 1,3 million de femmes aux États-Unis entre 1996 et 2001. Donc les femmes fumeuses à 12 ans avaient 3 fois plus de risques de mourir que les femmes non fumeuses. Les causes, donc le poumon est malheureusement très bien placé avec d'une part la bronchite chronique, et ceci dès des consommations de tabac, entre guillemets, relativement peu important, de moins de 10 cigarettes. Et donc le risque relatif, il est d'un facteur 22 avec 10 cigarettes par jour, et il augmente à un risque de 60 en cas de consommation de 20 cigarettes par jour. Le risque de cancer du poumon, il est également majeur, donc d'un facteur 10 pour 10 cigarettes par jour jusqu'à 36 pour une consommation de 20 cigarettes par jour. Les maladies cardiovasculaires sont également des causes attribuables de décès liés au tabac, mais avec des chiffres de risque relatifs variant de 3 à 6. Concernant les données françaises qui sont issues des déclarations à la sécurité sociale, donc ce qu'on appelle le PMSI, montrent que les femmes par rapport aux hommes ont une augmentation d'hospitalisation pour BPCO, et donc là c'est de 4 à 10% en fonction des catégories d'âge, du
cancer du poumon, il a également une augmentation de 5 à 8% et à moindre mesure pour l'infarctus, et ceci entre 2002 et 2015. Donc ces données sont concordantes dans les différents pays. Est-ce que les femmes sont plus à risque de BPCO, par exemple, ou de cancer du poumon? Dans une étude anglaise sur 100 000 hommes et femmes fumeuses qui ont réalisé des explorations fonctionnelles respiratoires, à tabagisme égal, le risque de BPCO était plus important chez les femmes que chez les hommes. Et donc, il était de 3,5 chez la femme contre 3 chez les hommes. L'analyse selon le nombre de cigarettes fumées par jour montre un risque plus important chez les femmes, surtout pour les faibles consommations de cigarettes, que chez les hommes, sans qu'il y ait de relation linéaire. L'analyse selon la durée du tabagisme montre un risque qui est également plus important chez les femmes, avec une pente qui est plus pointue que chez les hommes. Qu'en est-il du risque du cancer du poumon chez la femme? Dans cette étude américaine, qui est un peu difficile à comprendre, ils ont analysé l'incidence du cancer du poumon dans différentes cohortes de naissance depuis les années 40. Alors que la prévalence du tabac reste plus élevée chez les hommes que chez les femmes, l'incidence du cancer du poumon chez la femme est supérieure à celle de chez l'homme, chez les femmes qui sont nées dans les années 50-60. Et ceci chez les femmes caucasiennes et hispaniques. Ainsi, dans leur modélisation, le risque relatif des femmes par rapport aux hommes est supérieur à 1 chez les femmes caucasiennes, hispaniques, et ceci dans les tranches d'âge de 30 à 50 ans. Qu'en est-il du bénéfice de l'arrêt du tabac? Dans l'étude anglaise de la 1 Million Women Study en Grande-Bretagne, l'arrêt du tabac avant 30 ans diminue le risque de décès de 97%. L'arrêt du tabac à l'âge de 40 ans réduit le risque de 90%. Au-delà, il y a toujours un bénéfice à l'arrêt du tabac, même si il reste un surrisque de mortalité lié à la cigarette. Par rapport à l'augmentation de la morbimortalité attribuable au tabac chez la femme par rapport aux hommes, donc différentes hypothèses sont étudiées, par exemple le statut hormonal, mais je ne rentrerai pas dans ces discussions. En revanche, se pose la question si ce surrisque peut être lié à des différences liées au tabagisme selon le sexe. Donc ainsi, la quantité fumée chez la femme et les hommes est identique. Néanmoins, le poids de la femme est inférieur ou la taille pulmonaire des poumons donc de la femme est inférieure aux hommes, ce qui pourrait expliquer une plus grande toxicité. Par ailleurs, les femmes présentent une sensibilité accrue à des situations déclenchantes pour fumer ou trigger par rapport aux hommes. Les études neurophysiologiques, par exemple par IRM fonctionnel, montrent des différences au niveau des activations des différents circuits neuronaux dopaminergiques chez les femmes fumeuses et chez les hommes fumeurs, avec
sécrétion de plus de dopamine chez les hommes que chez les femmes. Donc ce circuit dopaminergique commence au niveau de l'aire tegmentale ventrale du tronc cérébral, se projette sur le striatum et se termine au niveau du cortex. Chez la femme fumeuse, il y a plus de récepteurs à la dopamine au niveau de l'aire tegmentale ventrale que chez les femmes non fumeuses ou les hommes fumeurs. Ces récepteurs à la dopamine sont inhibiteurs et entraînent une moindre sécrétion de dopamine au niveau du striatum et probablement également au niveau du cortex. Donc on pense que cette moindre sécrétion de dopamine pourrait renforcer la demande de nicotine chez la femme. Par ailleurs, la crainte de prise de poids à l'arrêt du tabac est plus importante chez la femme que chez l'homme. À l'arrêt du tabac, dans les différentes méta-analyses, en moyenne, les femmes prennent entre 2 et 3 kilos et les hommes 3 à 5 kilos. Après, en particulier ceux qui ont un petit trouble du comportement alimentaire, qui vont remplacer chaque cigarette par un chocolat, ben, ils vont plutôt prendre 5-10 kilos et on comprend assez facilement qu'on a du mal à se retrouver avec cette prise de poids. La cigarette, chez certaines personnes, est une béquille pour le moral et donc on sait qu'il y a plus de fumeurs chez des personnes qui sont en dépression et parmi les gens qui ont une dépression, il y a plus de fumeurs et les troubles anxio-dépressifs sont particulièrement fréquents chez les femmes. Est-ce qu'il y a des différences d'efficacité du traitement dans l'arrêt du tabac? D'abord, il y a les études d'efficacité, donc qui regardent si un traitement marche ou ne marche pas. Et puis, il y a les études d'efficience qui regardent le temps, le nombre de tentatives qu'il faut pour arrêter de fumer. La revue de ces différentes études montre que pour l'efficacité, une moindre efficacité chez la femme dans 25 études, une plus grande efficacité dans une étude et une équivalence d'efficacité homme-femme dans 21 études. Cette différence est significativement, statistiquement significative. Au niveau de l'efficience, donc 34 études montrent que le traitement est moins efficient chez les femmes, une seule montre l'inverse et dans 44 études, pas de différence. Par ailleurs, l'observance des traitements dans l'arrêt du tabac est plutôt moins bonne chez les femmes que chez les hommes. Avant de discuter l'efficacité des différents traitements disponibles dans l'arrêt du tabac, donc j'aimerais juste passer quelques informations sur les traitements disponibles. Donc le premier traitement, c'est les substituts nicotiniques qui peuvent se donner par patch comme pastille et donc les différentes méta-analyses montrent que ces traitements doublent les chances de réussite de l'arrêt du tabac versus placebo et que l'augmentation de l'efficacité est plus élevée si on combine un patch qui va agir sur 16 heures ou 24 heures avec une forme orale, gomme, pastille, inhaleur ou spray. Donc la prescription, elle est facile. On considère qu'une cigarette
et 1 mg. Ceci est schématique parce qu'il y a des gens qui inhalent relativement peu la fumée et puis d'autres qui vont tirer d'une cigarette plus de 2 mg. Donc ce traitement, il faut l'adapter. Et donc un fumeur de 20 cigarettes, on va commencer par au moins 21 mg, donc au niveau du patch, et puis associer des formes orales à la convenance du fumeur. Depuis mai 2018, ce traitement est remboursé par la sécurité sociale. Le deuxième traitement, c'est la varenicline. Excusez-moi, mais comme c'est une animation, donc ça ne se voit pas. Il s'agit d'un antagoniste des récepteurs nicotiniques qui agit au niveau cérébral, qui est maintenant sur le marché depuis plus de 10 ans et qui a été mise en cause dans des dépressions, voire suicides, et du coup très surveillé. Et finalement, c'est des faits divers qui ont plombé ce médicament et les données récentes, en particulier cette très belle étude multicentrique sur 2 cohortes, 4 000 fumeurs sans problème psychiatrique et 4 000 fumeurs avec problème psychiatrique, 4 bras, varenicline, patch de nicotine, placebo, en triple aveugle, montre que c'est un traitement qui est sécure, hein, donc il n'y a pas plus de dépression que sous placebo et c'est un traitement efficace avec une efficacité supérieure au substitut nicotinique. Et donc ce traitement est aujourd'hui remboursé chez les patients dépendants après échec des substituts nicotiniques. Et donc, voilà, c'est un exemple d'ordonnance, ça se prend en comprimé et c'est très facile à prescrire et très bien toléré. Qu'en est-il de l'efficacité des traitements du sevrage tabagique? Dans cette grande étude comportant 4 000 hommes et 4 000 femmes, l'efficacité chez les hommes par patch, MP, man patch versus unassisted est significative. En revanche, cette différence n'est pas significative chez les femmes. Si on regarde la varenicline, donc elle est particulièrement efficace chez la femme, W pour women, par rapport au unassisted. Et donc lorsque on compare l'efficacité de la varenicline par rapport au patch chez les hommes, cette efficacité est comparable. En revanche, chez les femmes, il y a une supériorité d'efficacité de la varenicline par rapport au substitut nicotinique. Cette donnée est également retrouvée dans d'autres études. D'abord, une étude réalisée sur 4 centres de tabacologie au Royaume-Uni, avec une plus grande efficacité des substituts nicotiniques chez les hommes en bleu par rapport aux femmes en rouge, et pour la varenicline, l'inverse, une plus grande efficacité de la varenicline chez les femmes par rapport aux hommes, avec un test interaction qui est positif. Dans la méta-analyse sur la varenicline comportant 6 études, une plus grande efficacité de la varenicline a été retrouvée chez les femmes par rapport aux substituts nicotiniques. Quelle peut être la cause de cette moindre efficacité des substituts nicotiniques? Donc la nicotine de la cigarette est inhalée et le passage systémique est extrêmement rapide, de environ 10 secondes. La nicotine au niveau hépatique est métabolisée en cotinine, puis éliminée au niveau urinaire. Ce métabolisme hépatique est sous contrôle d'un cytochrome, CYP2A
à 6 et l'activation de ce cytochrome peut s'évaluer par le rapport hydroxycotinine-cotinine. Et donc, ce métabolisme élevé accélère l'élimination de la nicotine et pourrait expliquer une moindre efficacité des substituts nicotiniques et donc une meilleure réponse à la varenicline. Ces mécanismes pourraient aussi expliquer une plus rapide élimination de la nicotine de la cigarette et donc un plus fort tabagisme chez ceux qui ont un métabolisme élevé. Quel est le lien? L'efficacité des substituts nicotiniques et de la varenicline a été évaluée au cours d'un essai randomisé en double aveugle en fonction du métabolisme de la nicotine par ce dosage hydroxycotinine-cotinine. Et donc, sont définis deux groupes, un groupe métaboliseur lent et un groupe métaboliseur normaux ou rapides, avec au total 1200 fumeurs inclus. Et donc, on voit chez les métaboliseurs longs une efficacité comparable de la varenicline par rapport aux substituts nicotiniques, alors que chez les métaboliseurs normaux ou rapides, une efficacité supérieure de la varenicline par rapport aux substituts nicotiniques. Quel est le lien entre nicotine et hormones? Donc, on sait chez les femmes fumeuses que la nicotine a un effet anti-œstrogène. Donc, le fait de fumer beaucoup induit une ménopause précoce, diminue la fertilité, diminue la densité osseuse. Dans une étude sur l'arrêt du tabac avec des substituts nicotiniques chez les femmes, donc les œstrogènes de la contraception orale sont associés à une augmentation de l'élimination de la nicotine avec rapport hydroxycotinine-cotinine plus élevé chez les femmes sous contraception orale par rapport aux femmes sans contraception orale. Par ailleurs, au niveau cérébral, les œstrogènes augmentent la récompense, alors que la progestérone réduit la récompense. Cet effet a été montré au cours d'études avec la cocaïne ou le cannabis, même si à ce jour, il n'y a pas d'études spécifiques avec le tabac. Est-ce que la progestérone pourrait être un médicament dans le sevrage tabagique? Dans cette toute petite étude randomisée comportant une centaine de femmes fumeuses et d'hommes fumeurs, la progestérone a été comparée au placebo et à 1 mois, sous progestérone, il y avait significativement plus de femmes qui avaient arrêté de fumer par rapport au placebo. Chez les hommes, il n'y a pas eu de différence. Aujourd'hui, nous savons que nous ne sommes pas égaux face au tabac et aux addictions en général. Une des raisons sont les polymorphismes du récepteur nicotinique. Et donc, le polymorphisme alpha-5 est associé à une plus grande dépendance au tabac et aussi par une plus grande fréquence de cancer du poumon et de PPCO. Dans cette étude, les polymorphismes alpha-5 étaient associés à plus de succès du sevrage tabagique chez les femmes, mais pas chez les hommes, et les causes restent à déterminer. Donc, en conclusion, la prévalence du tabagisme reste inquiétant, avec un taux de mortalité très élevé, en particulier par cancer bronchique et par BPCO.
Les raisons de cette épidémie sont liées au genre, avec un marketing ciblant les femmes. Les raisons sont aussi liées à des différences liées au sexe, avec une moindre efficience des substituts nicotiniques, mais un intérêt tout particulier de la varénicline. L'hypothèse est l'interaction nicotine avec les œstrogènes, et l'ensemble de ces éléments, donc profil de dépendance, traitement, plaident pour une prise en charge globale spécifique du tabac chez les femmes. Mais également un marketing ciblé sur le genre, et aujourd'hui la très grande campagne anti-tabac chez la femme tourne autour de la grossesse. Maintenant, la vie de la femme ne se limite pas qu'autour de la grossesse, et j'aime beaucoup ces 2 affiches qui mettent en exergue l'image de la femme, comment elle se rêve, et la réalité de la cigarette, que la cigarette, ça ne les rend pas plus belles. Je vous remercie de votre attention et je suis prête à répondre à vos questions. Eh bien, merci Anne-Marie. Merci pour cet exposé. Eh bien, écoutez, la discussion est ouverte. Qui veut intervenir? Est-ce que je peux faire un commentaire avant de... Oui, vas-y. Oui, j'aimerais faire un commentaire parce que d'abord, merci beaucoup, hein, vous avez fait une super de belle présentation. J'ai un commentaire, quelques questions, mais le commentaire que je veux faire, c'est celui-ci. Sur votre image numéro 2, où vous montrez la différence entre le sexe et le genre, je voudrais juste préciser, parce que je ne l'ai pas fait, mais cette image-là a été tirée de l'Institut de la santé des hommes et des femmes. Et c'est un travail au Canada qu'on a commencé dans les années 2000, lorsque le Conseil de médical de recherche du Canada a fait une réflexion interne et a été créé à l'intérieur de cette réflexion-là l'Institut de la santé des hommes et des femmes dédié justement aux définitions sexégères et à leur intégration respective dans les programmes de recherche. Et donc, cette image-là vient, ceux qui sont intéressés, je pourrais vous faire parvenir le dernier plan stratégique que j'ai, et d'ailleurs, d'où j'ai tiré la définition de sexe et genre. Et je voudrais juste remercier 3 grandes dames qui ont participé à ça. Myriam Stewart de 2000 à 2006, Joy Johnson de 2006 à 2011, et depuis 2015-16, c'est Cara Tannenbaum qui tiennent le flambeau du sexe et genre. Donc ça, c'était mon cas. Mais effectivement, j'ai l'impression que même l'OMS s'est inspiré du plan canadien et que vous avez été parfaitement novateur pour quelque chose qui est un peu une évidence. Exactement. Je veux dire, merci de le dire, c'est vrai. Et donc, en fait, l'Institut de la santé des hommes et des femmes, lorsque nous l'avons créé en 2000, j'étais sur le comité créateur et il n'y en avait pas à travers le monde. Et puis, au début, les gens riaient un peu de ça. Et finalement, après 20 ans, il y a beaucoup de gens qui se servent maintenant de cette conception-là pour en faire une intégration dans leur programme de recherche. Je voudrais juste maintenant vous poser une petite question, si vous permettez. Et celle-ci, vous avez fait la démonstration très bien de la relation entre estrogène, estradiol et tabac, arrêt tabagique, etc. Qu'en est-il des androgènes? Je n'ai absolument aucune donnée, mais je n'ai pas non plus cherché. Je ne sais pas. Je ne sais pas si les androgènes sont des activateurs au niveau cytochrome. Je n'ai pas l'information, je ne sais pas. Mais c'est vrai que ce raisonnement par le cytochrome, il est très séduisant, et il pourrait à la fois être un des éléments pour expliquer une plus grande toxicité de la cigarette, parce que du coup, comme les femmes ont moins de nicotine, elles fument plus, et aussi une moindre efficacité des substituts nicotiniques.
bon voilà, l'hypothèse, elle est là. Les cohortes de femmes et de contrôle, ça existe. Donc je pense qu'un jour, il y aura aussi une réponse claire, sur des cohortes de cancer du poumon, par exemple, si cette hypothèse, elle est juste ou pas. Exact. Et puis finalement, peut-être un dernier commentaire que j'aimerais apporter, parce que c'est rare. Il y a très, très peu de secteurs où la femme enceinte est intégrée dans les programmes de recherche. Celui de l'arrêt du tabac, la femme enceinte a sa place. Et c'est bien. Dans d'autres études, c'est très difficile de faire des essais cliniques randomisés qui incluent des femmes enceintes parce qu'on en connaît encore très, très peu mathématiquement. Après, je pense que la femme enceinte baigne tellement dans les hormones et on sait que beaucoup de femmes fumeuses vont arrêter et je pense que c'est vraiment l'effet progestérone parce que voilà, on a quand même aussi un peu de nausée, un peu du dégoût du café et celles qui n'arrivent pas à lâcher la cigarette, ouais, c'est celles qui ont vraiment besoin d'un suivi, et une prise en charge dédiée et donc oui, il faut des essais dédiés aux femmes enceintes. Merci. Vous avez dit moins de nicotine, donc elle fume plus. C'est contradictoire, non? Bah, du coup, Au elles sens, éliminent plus rapidement oui. la nicotine. Ah oui, elles éliminent plus rapidement. Non, parce que moins on a de nicotine, moins on est dépendant, en principe. Oui, mais du coup, elles éliminent la nicotine et donc les récepteurs à la nicotine, ils veulent leur shoot. D'accord. Ok. C'est une question d'élimination et non pas elles n'ont pas la quantité requise pour satisfaire leurs besoins, c'est ça? C'est une hypothèse, oui. D'accord. Vous qui êtes une spécialiste de ces questions-là, qu'est-ce que vous préconisez pour quelqu'un qui veut arrêter de fumer? Est-ce que l'arrêt brusque, dire écoute, je prends le paquet, je le jette, c'est mieux, c'est plus efficient, c'est plus efficace que d'embarquer dans un programme qui prennent des mois et qui, en bout de ligne, vont faire en sorte que la personne va avoir recommencé à fumer? Parce que quand tu arrêtes subitement, c'est dur pendant une semaine, c'est très dur pendant 2 semaines, après ça, c'est un peu moins dur. J'aime bien l'image d'une haute montagne. Alors, on ne va pas prendre l'Everest, mais quand même une haute montagne. Et en gros, ce qu'on voit déjà, ce n'est pas le fumeur standard. En gros, dans la prise en charge, ce qui est important, et je pense que c'est un message clé, c'est prescrire. Donc, leur dire d'arrêter de fumer, on le dit tous. Prescrire est fondamental. Et je crois beaucoup à la varénicline parce que c'est un traitement quand même très simple, alors que dans les substituts nicotiniques, il faut adapter la dose. Et peut-être que les femmes sont globalement sous-dosées. Et donc, du coup, ce qu'on voit, c'est quand même les grands fumeurs. Et les BPCO qu'on voit qui, malgré leur dyspnée, n'arrivent pas à lâcher la cigarette, c'est les hardcore smokers. C'est des fumeurs très dépendants. Donc, finalement, j'aime bien l'image du haute montagne. Et donc, ce que je leur propose, c'est de passer par le compte de base 1, donc une réduction, puis le camp avancé 1, puis 2, et l'objectif, c'est l'arrêt complet. C'est sûr, la face nord, arrêt complet direct, ça peut marcher, mais il y a aussi beaucoup de rechutes et beaucoup de nos fumeurs ne se sentent pas capables. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui ne souhaitent pas nous voir parce qu'ils ont peur qu'on les oblige d'arrêter d'un jour à l'autre. Mais on sait très bien qu'un fumeur fortement dépendant, il pense qu'il n'est même pas capable d'arrêter la cigarette. Et donc, c'est à nous de leur montrer que si on substitue correctement la dépendance, il va enlever 3/4 des cigarettes. Après, il reste 5 cigarettes, 7 cigarettes, où c'est plus du comportement. Et donc là, il y a un travail, comment on peut faire pour les enlever. Mais pour nos patients, moi, je suis très le chemin. D'ailleurs, ils ont tous déjà essayé la face nord et ça n'a pas marché. Je vois que notre ami Parassian a levé la main. Oh, oui, merci. Merci pour cette conférence. Moi, j'ai ce problème. Oui, donc comme pneumologue, on a toujours ce problème de justement la lutte contre le tabac dans toute notre vie. On a passé notre temps à lutter contre le tabac et trouver toutes sortes de choses avec les difficultés. Et aujourd'hui, effectivement, nous savons effectivement quels sont les méfaits du cannabis.
et l'on est en train d'aller vers la libération du cannabis. Quelle est votre opinion sur cela? Donc là, aujourd'hui, en France, par rapport au cannabis, on est en échec. Donc on est un pays qui a les lois qui sont les plus répressives et c'est la drogue illicite qui est le plus utilisée par nos jeunes. Donc on est dans un constat d'échec. Donc du coup, je pense qu'il faut une santé publique efficace, donc en parler et trouver les moyens pour avoir moins de fumeurs de cannabis. Mais aujourd'hui, voilà, le système actuel, la pénalisation ne marche pas. Qu'est-ce que vous pensez des campagnes choc, par exemple? Je ne sais pas chez vous, parce que bon, ça fait une vingtaine d'années que vous avez été fumé, donc je les regarde plus. Mais chez nous, par exemple, on a sur les paquets de cigarettes des images avec cancer de la bouche, cancer de la langue, cancer de la gorge, etc. Des images assez chocs. Qu'est-ce que vous pensez de ce type de campagne-là en termes d'efficacité pour les gens, pour les stimuler à arrêter de fumer? Ces mesures ont été évaluées dans plein de pays et ont clairement montré leur efficacité. Et donc un point très important, surtout pour nos adolescents, c'est que les petits paquets design avec un côté marque, il y avait un attrait. Là, le fait que ce soit toutes les marques sont blanches et ont le même aspect, ce côté marketing a disparu. Aujourd'hui, tous nos fumeurs, même les jeunes, savent que c'est pas bon pour la santé de fumer. Après, nos jeunes, leur parler de cancer de la gorge, de cancer du poumon à l'âge de 50-60 ans, ça ne les intéresse pas. En revanche, ce qui les intéresse beaucoup plus, c'est l'impuissance, c'est le côté esthétique. Et je pense que c'est ça qu'il faut mettre en valeur. Et là où on est très mauvais, c'est que notre communication, elle passe par des publicités à la télé, alors qu'aujourd'hui, ils sont sur les réseaux sociaux et qu'il faut faire comme entre guillemets, l'industrie du tabac, passer par des influenceurs qui vont déballer une boîte du fumeur parfait qui pue, qui a des dents jaunes et des ongles jaunes. Et je pense que ça leur parlerait beaucoup plus que nous, notre massage sanitaire. Oui, mais je demande aussi, me pose aussi la question de l'épigénétisme dans cette affaire, parce que le problème, si maintenant vous avez des parents qui ont fumé, puis l'épigénétique rentre dedans, c'est pas toujours facile de demander à quelqu'un d'arrêter de fumer comme ça, parce que surtout, en plus, on le tente, on vend la cigarette encore, c'est quelque chose qui est légal encore, on est en train de mener toute une lutte pour lutter contre quelque chose qui est légal. Je veux dire, c'est assez dramatique dans la situation. Qu'est-ce que vous en pensez de ce problème? Après, ce qu'attendent les fumeurs de nous, c'est qu'on soit honnête. Donc, du coup, si quelqu'un a une BPCO, il a envie qu'on lui dise que c'est une BPCO, que c'est lié au tabac et qu'on peut l'aider. Après, c'est sûr, le côté, on ne doit pas être dans le jugement. Voilà. Et quelqu'un qui n'y arrive pas, il faut essayer de comprendre pourquoi. C'est souvent le fumeur lui-même qui se dévalorise. Hein. C'est pas, j'espère que nous, en tant que médecins, on est de notre formation plutôt bienveillant, mais le fumeur, lorsqu'il vient vous voir, qu'il a une BPCO, il vous dit « Docteur, je suis nul, je n'y arrive pas ». Et donc, c'est de lui expliquer, non, c'est qu'il n'est pas nul, c'est que là, le traitement qu'il avait, il n'était pas adapté, que peut-être, de l'arrivée à l'arrêt du tabac. Mais le fumeur aussi, il attend de nous qu'on lui dise la vérité. Et c'est pour ça que je milite pour qu'il n'y ait pas de tabac à l'hôpital, parce que je trouve que c'est une image qu'on donne de l'hôpital avec les blouses blanches ou les pyjamas bleus qui fument à toutes les entrées et sorties, déplorable. Que le personnel soit fumeur, je comprends, on est comme tout le monde, mais qu'on soit en civil comme tout le monde. Est-ce que... Oui.
Anne-Marie, durant cette année de 2020 de pandémie Covid, quel changement, avez-vous vu des changements dans votre consultation? Donc, du coup, il y a plusieurs choses. En gros, avec la souffrance psychologique, les addictions ont plutôt, alors qu'on était clairement sur une baisse, 2020 sur le tabac, c'est une stabilisation. Alors qu'il y a eu une augmentation importante du prix du tabac et que la suite logique serait une baisse continue du tabagisme. La deuxième question qui est récurrente, c'est tabac et Covid. Et c'est vrai, comme tous mes collègues pneumologues, nous avons vu très peu de fumeurs parmi nos patients Covid. Et donc aujourd'hui, on essaye de comprendre pourquoi finalement il y a moins de Covid chez les fumeurs et moins de formes graves chez les fumeurs. Aujourd'hui, on n'a pas la réponse. Clairement, ce n'est pas fumer pour la population générale qui est la bonne option, mais voilà, est-ce que ça passe par la nicotine? Donc, il y a des essais en cours de prévention de l'infection au coronavirus par des patchs nicotiniques. Bon, il y a eu des études en réanimation, mais Covid sévère traité par patch de nicotine, je ne suis pas sûre que ça va être suffisant. Et puis dans des formes également modérées. Mais peut-être que ça passe pas du tout par la nicotine, mais par un autre mécanisme. Est-ce que je peux avoir un commentaire sur ça peut-être? Est-ce qu'il existe des variantes de CYP2A6? Donc, des variants du cytochrome, je ne sais pas. C'est qu'il y a des variants qui fait que le métabolisme génétiquement est plus... Non, c'est logique. Hein. A priori, je pense qu'il doit y avoir... des métaboliseurs génétiquement différents. OK, merci. Parassian, ta main est encore levée. Non, mais je demande, le problème, c'est que le souhait, c'est qu'on arrive justement à arriver à tabac zéro, parce que quand on comprend le rôle de la cigarette, on parle que pour le poumon, mais on finit par le cardiovasculaire, le problème, tout ça, c'est qu'il faut quand même que cette lutte-là, même un jour, qu'on essaie de comprendre que même si on n'arrive pas au tabac zéro, on va continuer justement à traiter des maladies évitables. C'est pour ça l'évitable pour la grande partie, le BPCO, le cancer, etc. Regardez combien de temps, combien d'argent, combien de recherches on passe pour pouvoir aller chercher des traitements donc, en cancéro, et en PPCO, etc. Et puis effectivement, quand les choses qu'on doit faire aussi, c'est arriver au tabac zéro. Est-ce qu'on va arriver à faire ça? C'est ça notre... Je suis 1000 fois d'accord avec vous, mais je pense que c'est des décisions qui sont politiques. Et aujourd'hui, les aides, par exemple, pour les buralistes, sont tellement importantes, plus importantes que les programmes de lutte contre le tabac. Et donc, ça, c'est de la politique. Après, là, la meilleure mesure de santé publique, c'est l'augmentation brutale, importante du prix du tabac. Donc, une augmentation de 10% du prix du tabac entraîne une diminution des ventes de 4%. Donc, et ça a été montré dans plusieurs pays, c'est quand même... Voilà. Mais là, la volonté n'est pas de passer au-delà des 10 € le paquet. Bah oui. Ouais. Très bien. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui ont des commentaires, d'autres personnes qui voudraient s'exprimer? OK, ben écoutez, sur ces quelques notes, j'aimerais remercier Dr. Anne-Marie Rupert pour sa disponibilité et la générosité de son temps. J'aimerais aussi vous rappeler que la conférence a été enregistrée et sera disponible sur la playlist. Elle est aussi disponible sur le site de l'EFP, l'espace francophone de pneumologie, qui est la branche internationale de la SPLF. Et en terminant, j'aimerais vous faire quelques petites annonces, si vous me permettez. Mercredi prochain, le 26
26 mai, je me suis dit, je partais pour dire juin. Le 26 mai, nous aurons une conférence à l'intérieur de notre cycle avec la Fédération d'obstétrique et gynécologie africaine, conférence qui traitera de la bien-traitance et de la maltraitance en gynéco-obstétrique. Le lendemain, vendredi 27, nous aurons, dans le cadre de nos conférences COVID, le professeur Yves Gruel, qui va nous parler de thrombose et COVID. Donc, quelle est la relation entre thrombose et COVID? Et ce que j'ai fait ma petite recherche, et ce que je retiens, c'est que c'est plus dangereux de prendre l'avion que d'attraper la COVID et de souffrir de thrombose. Donc, venez voir, c'est vraiment important. Comme prochaine conférence, le 10 juin, j'aimerais attirer votre attention sur une conférence pneumo-actualité avec le professeur Antoine Ding qui va nous parler de l'intelligence artificielle en pneumologie. C'est bon, j'arrête là. Et puis, moi, je vous remercie d'avoir été là. Et puis, je vous dis à la prochaine. Et Étienne, tu vas le mot de la fin. Merci à tous. Ben, écoute, tu as tout annoncé. Donc, rendez-vous la semaine prochaine, mercredi et jeudi, pour les conférences FEFOG et conférences Covid. Merci Anne-Marie et au revoir à tous. Étienne, au revoir, merci encore. Au revoir, Paratien. Tu veux arrêter Au revoir.